Ok. Ok, madame. Je suis Jean-Noël Loukou, professeur d'histoire contemporaine et secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Avant tout propos, je voudrais remercier le professeur Paolo Orifis qui a bien voulu nous inviter à cette célébration du 30e anniversaire de la charte de la transdisciplinarité. Je voudrais également saluer et remercier le professeur Julieta Haïda qui nous avait déjà invités, les membres de notre réseau des fondations et des instituts de recherche pour la culture de la paix en Afrique au congrès transdisciplinaire de Mexico. Je choisis de parler brièvement de l'Afrique et de la paix. Malgré les accords de paix, les résolutions du Conseil de sécurité, les missions de maintien de la paix n'est pas encore effective ou durablement établie en Afrique. La construction de la paix sur notre continent apparaît comme le travail de Sisyphe. L'état de paix entre les hommes n'est pas un état de nature, il doit être institué. Il faut donc repenser la paix et proposer de nouveaux modes d'action. Nous allons brièvement indiquer quelques mécanismes traditionnels, également des mécanismes modernes de prévention et de résolution des conflits en Afrique. Et puis, dans un deuxième mouvement, nous proposerons des modes d'action pour l'établissement, la promotion et l'établissement de la paix en Afrique. À la manière kantienne, on peut parler d'une paix perpétuelle dans la philosophie pratique des Africains. L'institution de cet idéal de paix remonte à la période précoloniale, mais cet idéal s'est maintenu jusqu'à nos jours en dépit d'un certain dépérissement. Cet idéal de paix est conçu comme une politique vécue, comme une morale appliquée. Des procédures et des rites sont mis en œuvre pour établir cette paix. Les procédures portent sur une offre de paix qui intervient soit après un conflit, soit pour codifier une cohabitation avec des immigrants, soit en reconnaissance d'un bienfait. Cette offre est portée par des messagers et des intercesseurs qui jouissent d'une immunité diplomatique. Les rites comportent un acte d'alliance et un acte religieux par l'immolation aux temps anciens d'un être humain, remplacé de nos jours par un bœuf ou un chat. La paix ainsi établie instaure un état de non-agression, un état d'alliance perpétuelle. D'autres mécanismes permettent également de prévenir et de résoudre les conflits. Les conflits sont résolus en s'appuyant sur des mécanismes sociaux et des mécanismes juridictionnels. Les mécanismes sociaux les plus éprouvés et les mieux connus sont ce qu'on appelle les alliances à plaisanterie, connues sous diverses appellations dans les sociétés qui les mettent en œuvre. Par exemple, Sananguya chez les Mandingues, Toupé chez les Akans, Mangou chez les Dogons, des populations de l'Afrique de l'Ouest. Ces alliances sont de deux types. La parenté à plaisanterie, fondée sur les liens de sang et de fratrie, et l'alliance à plaisanterie à l'intérieur des lignages, des clans et entre les populations alliées. Elle s'autorise toutes les railleries, tous les dérapages verbaux, moyens de décrispation sociale et de gestion pacifique des conflits. Elles sont des instances de réconciliation et de pacification entre les alliés. Les mécanismes juridictionnels sont attestés dans un pays comme le Burundi, avec l'institution des Bashikantahare, notables coutumiers chargés de la gestion des conflits. Les barzas communautaires sont expérimentés en République démocratique du Congo et également au Burundi.
Ce sont des cadres de règlement de différends opposants des membres des communautés ou des conflits intra- ou intercommunautaires. Chez les États de Somalie, le HER, contrat sociopolitique, contient un code pénal, une constitution politique et un ensemble de règles éthiques ayant pour but de renforcer la solidarité entre les tribus et de maintenir la paix. Les juridictions rwandaises des Gacaca ont pour but de rétablir l'ordre et l'harmonie sociale et, à un degré moindre, la vérité des faits, la sanction des coupables, voire une indemnisation. Les sociétés africaines doivent se réapproprier ces mécanismes endogènes, traditionnels, comme le Rwanda l'a fait avec les Gacaca, les actualiser pour résoudre les conflits actuels et promouvoir la paix. Mais les États modernes africains ont également mis en place des mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Entre les États africains, la constitution de communautés économiques régionales ont permis d'élaborer des politiques d'intégration, de maintien de la paix et de règlement pacifique avec divers instruments juridiques et militaires. On a par exemple le protocole d'assistance mutuelle en matière de défense de la CEDEAO, signé le 29 mai 1981. On a également les forces armées alliées de la communauté de la CEDEAO. L'Union africaine, qui regroupe la totalité des États africains, a mis en place une architecture africaine de paix et de sécurité depuis 2003, qui a comme principal pilier le Conseil de paix et de sécurité, appuyé par diverses structures, notamment le système continental d'alerte rapide, la Force africaine en attente et les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Est-ce qu'on peut imaginer, proposer de nouveaux modes d'action pour la paix? Je vois trois éléments novateurs et qui peuvent aider à promouvoir la paix sur notre continent. D'abord, l'éducation à la paix. Créer les conditions favorables à la paix suppose d'éduquer à la paix, d'inculquer une culture de la paix dès la cellule familiale en impliquant davantage les femmes et les jeunes. Cette éducation à la culture de la paix englobe l'éducation aux valeurs de la paix. Il est essentiel d'enseigner les valeurs de non-violence, de tolérance, de respect des droits humains, de solidarité, de démocratie, de protection de l'environnement. Cette éducation doit également englober l'éducation à la citoyenneté, qui comporte le respect du droit, l'apprentissage de la démocratie, l'apprentissage de la coopération. Enfin, l'adoption de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes pour résoudre les conflits sans violence. Un autre mode d'action serait le dialogue interreligieux. Devant la recrudescence des conflits religieux en Afrique, avec l'extrémisme religieux dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, dans la Corne de l'Afrique, en Afrique australe, notamment au Mozambique, et de façon plus générale dans le monde, le dialogue interreligieux est une des voies à explorer pour promouvoir la paix. Le dialogue interreligieux est en effet l'interaction positive et coopérative entre des personnes de différentes religions, confessions ou croyances spirituelles dans le but d'éliminer les préjugés, d'améliorer la compréhension de différentes confessions
et de construire des relations harmonieuses. En appeler au dialogue interreligieux, c'est inciter tous les croyants à respecter les diverses voies qu'ils empruntent pour parvenir à l'unique créateur. Les diverses voies qu'ils empruntent pour parvenir à Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. C'est également inciter tous les croyants à se rencontrer pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Les religions sont à même, par leur force d'incitation morale, de promouvoir, voire d'instaurer la paix en Afrique et dans le monde. Le dialogue interreligieux est au demeurant un aspect du dialogue interculturel qui peut se manifester dans les échanges de la vie quotidienne, dans la coopération pour l'intérêt public, dans les débats théologiques et dans le partage des expériences spirituelles. Troisième mode d'action, ce serait le dialogue interculturel. Un des éléments qui contribuent au conflit dans le monde, c'est l'ignorance des cultures. Le dialogue interculturel permet des échanges entre des individus et des groupes appartenant à des cultures différentes pour une compréhension mutuelle. Selon l'UNESCO, le dialogue interculturel favorise la cohésion sociale et contribue à créer un environnement propice au développement durable. Les cultures des sociétés africaines ont été longtemps ignorées, voire méprisées. Or, ces cultures sont l'expression de la souveraineté et de l'identité des sociétés africaines. Le dialogue interculturel doit permettre de reconnaître la valeur de tous les héritages culturels. C'est donc une des voies également à explorer pour établir un monde de paix. Pour construire un avenir résilient et prospère, il est donc impératif de placer la paix au cœur des efforts de développement. En travaillant ensemble pour promouvoir la justice sociale, la protection de l'environnement, l'inclusion économique, nous pourrons construire des sociétés où chaque individu peut prospérer en harmonie. Par la transdisciplinarité, nous pouvons mettre ensemble des contenus, des méthodes pour arriver justement à définir de nouvelles modalités pour un monde plus pacifique, un monde plus solidaire, un monde plus juste. Voilà quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous et je vous remercie de votre attention. Agradecemos la contribución del profesor Jean-Noël Loukou y vamos a continuación a presentar la contribución del profesor Mekemite, igual de Senegal. Un momento, por favor. Je suis... Bonjour à tous, bonjour à Madame Juliette et à toute l'équipe. Je suis le professeur Meke Meïté, titulaire de la chaire UNESCO pour la culture de la paix à l'université Félix Houphouët-Boigny Cocody Abidjan, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest.
Relativement à notre activité du 6 novembre, je vous propose l'intervention suivante qui est axée sur l'éducation à la paix. Pour nous, notre intervention va se structurer en 3 parties. Premièrement, une introduction. Deuxièmement, de la mise en place des politiques publiques pour aller à une éducation à la paix. Deuxièmement, quelles sont les structures prises, les structures existantes pour une éducation à la paix en Côte d'Ivoire. Troisièmement, les initiatives. Et nous terminerons par une conclusion. L'éducation à la paix vise à acquérir des valeurs, des connaissances, des compétences et des comportements nécessaires pour vivre en harmonie avec soi-même, avec son environnement et avec les autres. Nous sommes dans une société humaine, il faut bien que le vivre ensemble soit exalté. Il est donc indispensable d'acquérir à la fois un savoir-être et un savoir-faire. Et la question de l'éducation à la paix concerne tout le monde. Dans nos sociétés traditionnelles, je voudrais partir de ce postulat-là donc, en nous basant sur la charte de Kouroukan-Foukan. La charte de Kouroukan-Foukan est un document qui existe depuis le XIIIe siècle en Afrique de l'Ouest, né après la grande bataille qui a opposé Soundiata Keïta à Soumangolo Kanté en 1236. Dans les éléments de cette charte, nous allons prendre pour postulat l'article 9 qui dit ceci, et je cite, « L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient par conséquent à tous. » Si cela est, il est évident que la question de l'éducation à la paix est une question non seulement globale, mais une question collective. Comment nous y prendre pour que cette éducation à la paix soit une réalité? Comment elle se manifeste dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Quelles sont les initiatives prises? Et surtout, quelles sont les structures qui nous invitent à développer cette initiative d'éducation à la paix? Le premier point, c'est de la mise en place des politiques publiques. Qu'est-ce qu'une politique publique? C'est l'ensemble des actions qui visent à résoudre un problème, à apporter des solutions aux besoins des populations ou à améliorer une situation. Dans le cas d'espèce, qui est la question de l'éducation à la paix, les politiques mises en place seraient ou sont la résultante des stratégies initiées et des projets mis en œuvre par les autorités publiques. Elles sont également le produit de la mobilisation de moyens humains, financiers et matériels. La vocation d'une politique publique est donc d'agir sur une situation donnée, aussi bien de manière structurelle que conjoncturelle, de sorte à atteindre les objectifs par lesquels ces politiques ont été fixées. Pour ce faire, la politique publique fait l'objet d'une évaluation avant, pendant et après sa réalisation selon divers critères,
selon l'utilité de la chose, l'opportunité, la faisabilité et le niveau de satisfaction des populations. On peut catégoriser les politiques publiques selon les secteurs d'activité, selon leur finalité et selon les moyens mis en place pour intervenir. Je voudrais à ce propos citer Theodore Lowy dans Four Systems of Policy, Politics and Choice, qui date de son 12. Theodore Lowy a établi une typologie des politiques publiques. Celle-ci se fonde sur 2 paramètres que sont le type de ressortissants et le type de contraintes exercées sur eux. L'un fait référence à la nature des destinataires des politiques publiques. Autrement dit, elle cherche à savoir si l'impact des politiques publiques concerne la modification des comportements de manière individuelle ou collective. Dans le cas qui est le nôtre, c'est-à-dire la question de l'éducation à la paix, il nous faut nous appesantir sur les stratégies mises en place pour précisément voir comment les politiques mises en place influencent aussi bien l'individu que le collectif. De ce point de vue, nous sommes en train de nous appesantir sur des éléments qui vont justifier, corroborer un peu notre analyse. Deuxième point, quelles sont les structures existantes au niveau de la Côte d'Ivoire quand il s'agit de parler d'éducation à la paix? Nous rappelons que notre postulat de base est que l'éducation des enfants incombe à l'ensemble des sociétés et cette jouissance paternelle appartient par conséquent à tous. Dans cette logique, plusieurs organisations en place plusieurs politiques ont été élaborées afin de permettre justement un encadrement à la fois de l'individu et de la collectivité. Il en est ainsi de la structure qu'on appelle WANEP, W-A-N-E-P, qui se dit en anglais Western African Network for Peace. Cette structure intervient dans le système éducatif à travers ce qu'on appelle une thématique, l'éducation à la paix précisément, surtout dans les établissements primaires. L'approche qu'elle fait inclut 2 éléments. Premièrement, la formation des enfants à gérer eux-mêmes leurs conflits dans leurs établissements scolaires. Deuxièmement, l'intégration des cours sur l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté, ce cours qu'on appelle ici EDHC. Et ces cours sont inclus dans les curricula d'enseignement en Côte d'Ivoire. Au-delà du WANEP, il y a d'autres structures, comme le ROJA, qui est le ROJEF, qui est le réseau ouest africain des jeunes femmes leaders, qui est le réseau africain des jeunes femmes leaders, qui est une structure mise en place par la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe à peu près 15 États, même si aujourd'hui, politique oblige, 3 veulent s'en écarter. Il s'agit du Niger, du Mali et du Burkina Faso.
La section ivoirienne du Rojalf existe depuis 2017. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, à la fois, s'intéresse aux enfants, aux femmes, comme le dit l'acronyme dans la désignation, et bien évidemment à l'ensemble de la société. Et nous voulons, à partir de ces deux structures seulement, il y en a d'autres, nous voulons partir sur les initiatives qui sont prises. Ces initiatives se structurent autour de, premièrement, des campagnes de sensibilisation. Deuxièmement, l'installation de clubs de paix. Troisièmement, la formation sur la sécurité. Et bien évidemment, quatrièmement, l'autonomisation des femmes leaders et à travers leur leadership en tant que mère, en tant que femme, pour préparer justement l'éducation de l'enfant à la paix. Je rappelle que si nous tenons compte de notre postulat qui est tiré de la charte de Kourou-Kanfoukan, il est évident que cette structure du Rojalp est une structure qui fait un travail extraordinaire sur le terrain, parce que nous pensons que l'éducation à la paix est essentielle pour construire un avenir harmonieux et prévenir les conflits. Et l'éducation à la paix doit être une responsabilité partagée par toute la société. Au-delà de ces éléments, nous pensons que un enfant éduqué à la paix est un adulte responsable pour gérer, pour faire en sorte que le vivre ensemble soit une réalité. À partir de ces quelques éléments de travail, nous pouvons conclure que l'éducation à la paix doit être une action collective. Collective dans ce sens que elle doit concerner tout le monde, car la responsabilité de tous doit être engagée pour un meilleur vivre ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous voulons dire à l'occasion de cette activité du 6 novembre. Je remercie l'ensemble des auditeurs. Bonne journée ou bonne soirée. Merci. Muchas gracias a los colegas de Senegal que nos presentan su contribución en relación con el aniversario de los 30 años de la Carta de la Transdisciplinariedad. Entonces vamos a llevar a cabo la presentación de los colegas de Costa de Marfil, esperando que se conecten los colegas de Senegal. Un momento, por favor. Vamos a empezar con Luku.